Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que quand je vois la carrière des hommes, les hommes ne sont pas brillants à l'école. Ils sont subitement brillants lorsqu'il faut qu'ils occupent des postes de gestion. Je ne sais pas ce qui se passe entre l'école et l'environnement. Il est suffisamment viril. Il y a trop d'alliances viriles. Il y a trop d'alliances d'exclusion. Rien n'explique que les femmes soient aussi exclues. Je pense qu'on a quand même fait un tour de votre parcours. Vous avez quand même déroulé plusieurs éléments assez intéressants. On va entrer dans la partie du moins sociale concernant votre combat pour l'émancipation des femmes en Afrique. Parce que de ce que je sais, vous êtes une femme très engagée pour l'émancipation des femmes. Vous avez déjà eu à faire des conférences. Il me semble qu'il y a pas très longtemps, vous avez assisté à une conférence. Vous avez été conférencière à Inspire Talks, si je ne m'abuse. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous pousse à vous battre en fait pour les droits des femmes en Afrique et au Cameroun? Ah bon, déjà, je suis une femme, donc je suis bien placée pour savoir ce qui se pose à nous comme problème. Mais il faut dire que dans l'itinéraire que je vous ai tracé il y a quelques minutes, je vous ai dit que j'ai été au Canada. Quand on immerge au Canada, bon, c'est un pays reconnu pour l'émancipation de la femme et notamment l'ensemble de mécanismes qui sont valorisés, qui permettent justement à la femme de s'épanouir et d'exister comme, je voulais dire, l'autre moitié de la terre, sinon l'égal de l'autre. Suivez mon regard. Donc, lorsqu'on immerge dans ce type d'environnement, on a quelques chocs. D'abord, on se dit, c'est possible. Alors, une fois qu'on est convaincu de ce que c'est possible, quand on rentre, parce qu'il faut dire que ça fait 15 ans exactement, que chaque année, une semaine par an, notamment la semaine du 8 mars, je la consacre justement au débat ou au militantisme en ce qui concerne les droits des femmes. Je me donne ce devoir pendant cette semaine-là, que ce soit dans le cadre des conférences, dans le cadre des études, et même au-delà. Sans être véritablement dans les études de genre, je me suis donné le devoir également d'explorer ce domaine-là, parce que moi, j'estime qu'il serait, injuste de laisser passer comme ça un ensemble d'inégalités. Je n'arrive même pas à comprendre que ça puisse être possible sans que vous, les hommes, même vous n'en soyez véritablement sensibles. Donc, pour moi, j'avoue que c'est quand même un phénomène qui m'impressionne. Et pour tout vous dire, lorsque nous avons eu récemment l'élection des maires de ville, il y en a 14, 0 femmes. Des présidents de région, il y en a 10, 0 femmes. Lorsqu'on va même jusqu'au CTD, les collectivités territoriales décentralisées, sur 360 mairies, il n'y en a que 35 femmes. Je me suis dit, c'est quand même une fracture, c'est une société malade en fait. Et en pareille circonstance, on ne peut pas rester muet. Donc, il y a des moments où on est un peu découragé parce qu'on a l'impression que le discours ne suffit pas, le discours ne porte pas. J'ai un groupe d'amis, j'ai même dit des femmes féministes, et même qui ne sont même pas féministes, des juristes, des personnes sensées, j'ai envie de dire, qui ont créé un groupe justement pour lutter contre le féminicide. Vous savez qu'actuellement, les femmes, bon, je pourrais me dire que ça date depuis longtemps, sont tuées. Je ne sais pas, apparemment, elles sont tuées par amour. Je ne sais pas si l'amour tue, mais toujours est-il qu'elles sont tuées par leurs compagnons, par amour, ou par haine ou par crime, parce qu'il faut dire que c'est des criminels, ce n'est pas des amoureux. On se dit, est-ce qu'on peut rester muette? Moi, je dis non. Alors, ce qu'on essaye donc de faire, c'est que chacun un peu dans son domaine d'activité. Moi, je suis dans la gouvernance. J'en fais une thématique de mes recherches. Dans la gouvernance inclusive, on se dit, si on veut gérer de manière équilibrée, si on veut gérer de manière juste, il faut intégrer toutes les parties, toutes les composantes de la société. Et puis, chaque année, je me donne le devoir de faire une publication sur le sujet. Je me donne le devoir également de militer, que ce soit dans le discours, parce que les armes que moi, je sais quoi, c'est le stylo et puis j'ai envie de dire le discours. Et je suis de ceux qui pensent que les mots ont sens, les mots peuvent également transformer. Malheureusement, on a l'impression que dans certains domaines, on recule, dans d'autres, on avance, notamment la scolarité de la jeune fille, de plus en plus quand même. On peut se féliciter de ce que ça avance à grands pas. Au plan juridique, on peut également se féliciter de ce qu'il y a des avancées, mais
avoir accès à ces droits, c'est à nouveau un combat. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que quand je vois la carrière des hommes, les hommes ne sont pas brillants à l'école. Ils sont subitement brillants lorsqu'il faut qu'ils occupent des postes de gestion. Je ne sais pas ce qui se passe entre l'école et l'environnement. Il est suffisamment viril. Il y a trop d'alliances viriles. Il y a trop d'alliances d'exclusion. Rien n'explique que les femmes soient aussi exclues. Je voudrais m'annoncer ici. C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit, même si j'ai posé quelques actes qui indiquait qu'un ouvrage est en gestation. Il y a un ouvrage qui va sortir les mois qui viennent là sur les 100 femmes influentes au Cameroun. Et comme moi, je ne suis pas journaliste, hein, je ne suis non plus photographe, hein, je présente bien les biographies, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement quelle est la leçon qu'on peut tirer justement de cet échantillon de 100 femmes. Alors, il y a des leçons, je vais dire, impressionnantes. Je vais vous prendre quelques exemples. Qu'on ne comprendrait pas en situation normale. Lorsque vous voyez, parce j'ai pris 5 catégories de femmes, si je prends les femmes du secteur public, c'est-à-dire les femmes ministres, les femmes secrétaires générales, directeurs généraux, PCA et DGA, vous vous rendez compte que les femmes ministres au Cameroun, depuis 1960, c'est-à-dire que depuis que le Cameroun est indépendant, aucune femme n'a jamais occupé 2 postes ministériels différents. Contrairement aux hommes qui connaissent une mobilité plutôt impressionnante. Comment vous pouvez imaginer que lorsqu'une femme entre membre du gouvernement, pendant que les autres connaissent plusieurs portefeuilles, d'un gouvernement à un autre, même si elle reste 16 ans, elle reste au même poste, sur le même fauteuil, jusqu'à sa sortie? C'est inimaginable. Qu'est-ce qui peut expliquer ce confinement? Rien, si ce n'est une sorte de discrimination. On peut également observer, lorsqu'on regarde ce portefeuille de femmes à ce niveau stratégique, c'est que les femmes ont des compétences extraordinaires. Vous avez des ministres qui sont pétrochimistes, mais qui sont confinés à des postes des affaires sociales. Vous avez une agrégée en médecine confinée au poste du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Oui, c'est bien gentil. Mais on aimerait bien voir une comme celle qui est pétrochimiste, là, au ministère des Mines, au ministère de l'économie, pourquoi pas? Donc moi, je pense qu'il y a des faits comme ça qui sont encore un peu rétrogrades, mais qui malheureusement animent notre quotidien et pour lesquels on ne peut pas rester muet. Et jusqu'à ce que ça change, apparemment, c'est un combat de longue haleine. Même aux États-Unis, où on s'est battu pour avoir le droit de vote, les femmes sont aussi encore discriminées. Je pense que on va continuer et puis on va donner le relais à nos petites sœurs. Ce sera une course de relais, en fait. D'accord, d'accord. Et selon vous, quelles sont les causes de ces différentes discriminations, les causes, entre guillemets, du fait que la société africaine, de manière générale, soit une société dite masculine? Quelles sont, selon vous, les causes et quelles pourraient être les solutions pour résoudre ce problème ou alors ces problèmes? Alors, il faut dire que de manière objective, hein, il y a des causes qui sont relevées. Et bien entendu, vous entendez parler du patriarcat. Il faut même dire qu'en ce qui concerne l'Afrique, il y a eu une inversion. Nous avons eu des grandes femmes guerrières, hein, qui ont remporté des guerres. Donc, il y a ce phénomène-là. Mais il y a également eu le phénomène de la religion, hein, comment je peux dire, de l'évangélisation, qui est venue ramener la femme à sa portion la plus élémentaire, hein, cette femme nourricière, cette femme, comment je peux dire, confinée ou alors affectée à des tâches domestiques. Donc, de ce point de vue, il y a des phénomènes qui sont connus. On peut également dire, si on prend le cas de l'Afrique, je n'aime pas trop confiner le combat à l'Afrique parce que les femmes ont les mêmes réalités partout. En France, elles sont discriminées. On a vu le combat de Macron lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il demandait aux femmes de venir en politique. C'est que quel que soit l'espace, on a toujours eu une sorte de clivage. Les femmes doivent être confinées dans les sphères domestiques et les hommes dans la sphère publique. Donc, inverser ce dispositif semble être quelque chose de difficile à réaliser. Alors, dépendamment du leadership parfois, et même des guerres, et même de l'histoire de certains pays, les femmes ont réussi à exister. Je prends le cas du Rwanda. La guerre a fait en sorte que les hommes, malheureusement, aient été suffisamment affectés par la guerre. Donc, ils sont morts, et puis les femmes sont retrouvées en situation de leadership. Il y a eu cet événement historique qui fait finalement du Rwanda le premier pays, hein, où les femmes sont le plus représentées, mais ça ne veut pas dire que les femmes sont les plus émancipées. Et ça ne veut pas dire qu'elles ont plus de pouvoir dans ce cadre-là.
Donc, il y a des faits historiques comme ça. Si je prends dans le cas du Cameroun, on n'a pas eu de guerre, c'est vrai. On a eu l'évangélisation. J'ai envie de dire qu'on a toutes les religions que vous pouvez imaginer, hein, chrétiennes et musulmanes. Vous imaginez bien que la position de la femme dans l'une comme dans l'autre n'est pas toujours une position qui la mette au devant de la scène. Certains vont même jusqu'à nous dire que c'est un combat qu'on devrait abandonner parce que la répartition des tâches mériterait effectivement qu'on ne soit pas qu'on soit en monopole, chacun dans son domaine. Donc, la concurrence que certains voient comme telle ne devrait pas exister. Les femmes doivent rester. Bref, alors la question qu'on pose souvent, l'argument qu'on nous pose, ce n'est pas tant de dire qu'il y a un problème de répartition des tâches, mais c'est d'avoir accès également à tous les droits parce que nous sommes en République en fait. Nous sommes en République et les lois ne sont pas genrées. Lorsqu'on met les lois, on ne dit pas qu'il y en a qui sont pour les femmes et d'autres pour les hommes, sauf que les lois n'étant pas genrées, on ne comprendrait justement pas qu'à un moment donné, qu'il y ait cette discrimination. Donc, ces inégalités, en réalité, qui ne sont pas des inégalités juridiques, parce que la loi n'est pas genrée, comme je vous disais, mais qui sont le fait des hommes, hein, notamment les hommes au pouvoir. J'ai même envie de dire que notre combat l'année dernière et cette année, c'était de dire que c'est le président de la République qui en est responsable, parce que s'il veut que les statistiques changent, il a tous les pouvoirs que la Constitution lui donne. Hein, si je prends le cas seulement du Sénat, il est dit que le président de la République doit désigner, je pense, 40 sénateurs, 30 sénateurs. Et parmi les 30, il a désigné combien? 4 femmes. Ça veut dire que lui aussi n'aime pas les femmes ou tout au moins il les aime autrement. Donc, du coup, c'est davantage ces actions, cette décision, à la limite des gestionnaires publics et politiques, qui crée des clivages et des inégalités. La loi, elle n'autorise pas ça. Dans tous les cas, ne commande pas les inégalités. Et c'est la raison pour laquelle nous, on estime que c'est le fait, justement, de la société. C'est un construit social. Et il y a des études qui ont démontré que des sociétés où les femmes sont exclues, il y a un impact au niveau des points du PIB, donc de la croissance. Et donc, on ne peut pas gérer en excluant la moitié de la société. Vous voyez? On ne peut non plus avoir la prétention de dire qu'on décide sans elles pour leur intérêt. C'est valable pour les femmes, c'est valable pour les jeunes. Et notre combat, quand moi j'aborde cette problématique-là, parce qu'on peut aborder cette problématique selon plusieurs prismes, moi, c'est davantage sous le prisme de la gouvernance inclusive qui a des vertus. Et si elle a des vertus, pourquoi exclure les femmes? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être que les hommes changent. Il faut que les hommes soient plus sensibles, soient plus gender sensitive. Il faut aussi que les femmes se battent. Parce qu'il faut dire que pour que les femmes aient droit au vote, elles se sont quand même battues. Hein. Il y en a qui ont perdu de leur vie. Il y en a qui ont fait la prison. Il y en a, dans tous les cas, ça semble être un combat. Mais je dis, vous les hommes, vous avez des filles, hein, vous avez vos épouses. Donc, à la limite, l'amour que vous leur portez, je ne sais pas si cet amour disparaît à un moment donné lorsque la virilité prend le dessus ou lorsque le pouvoir et l'argent vous corrompent. Parce que finalement, c'est une sorte de corruption. L'espace semble corrompre votre conscience et votre bon sens. Si on comprend bien ce que vous venez de dire, on va se rendre compte que vous êtes une exception ou alors parmi les exceptions. C'est-à-dire ces femmes-là qui excellent dans un environnement qui est dit patriarcal. Comment fait-on donc pour être une femme et comment fait-on pour exceller dans cet environnement qui est assez restrictif quant à l'idée d'avoir des femmes qui ont de hauts postes de responsabilité, qui ont un impact, etc. Comment fait-on? Alors, en fait, c'est une bonne question, même si au fond, ça ne devrait pas être difficile. Hein. Parce que le parcours, qu'on soit homme ou femme, se réalise dans le même environnement. Mais il y a le regard de la société, il y a la pression de la société. Il y a également les blocages de la société. J'ai envie de dire, moi j'ai des copines qui ont de grandes ambitions, qui ont de grandes intentions, mais qui n'arrivent pas à les réaliser parce qu'elles sont prises dans un étau, parfois d'abord même familial. Parce que par amour ou par protection, il y a des limites qu'on peut imposer aux femmes. Je vais vous prendre quelques exemples qui relèvent un peu de la banalité. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi les femmes n'interviennent pas dans les débats médiatiques? Rien ne leur est interdit. Mais vous imaginez bien la pression sociale que ça peut faire. Vous imaginez bien prendre position sur un débat ou alors sur une question, le courage que ça demande, non pas parce que c'est impossible, mais parce que nous sommes dans un environnement où le conformisme et notamment les stéréotypes
qui sont collés aux femmes sont trop forts en réalité. On va vous peindre l'image d'une femme modèle. Une femme modèle, c'est toujours d'abord une femme mariée, ensuite une femme qui sait faire la cuisine. Ça n'a pas beaucoup changé. Lorsque vous faites autrement, on se pose des questions de savoir est-ce que vous savez faire la cuisine, est-ce que vous êtes marié, est-ce que... Moi, je vais vous faire rire un peu. Je vais raconter une dame ministre qui a dit en 2004, le président de la République fait un gouvernement qui semble choquer les hommes qui sont membres de ce gouvernement parce qu'il nomme les femmes célibataires et les femmes divorcées en majorité. Alors, ils prennent ça comme une claque. Ils se disent, mais comment peut-on accorder autant d'importance aux gens qui ne représentent pas un modèle? Donc, vous voyez, moi, je me souviens bien, il y a une qui avait même demandé, les femmes mettaient le pantalon pour venir au défilé. Les gens se sont dit que, mais elle vient complètement déconstruire l'image qu'on a de la femme modèle. Donc, vous voyez, il y a cette pression-là. Il faut également dire que nous sommes élevés pour être, je peux dire quoi, soumise, conforme. J'ai pas envie de dire que mon métier à l'université qui me met un peu au cœur de la critique, parce qu'à l'université, c'est la critique. À l'université, il faut assumer ses points de vue. J'ai pas envie de dire que ça peut-être été un levier, mais toujours est-il que je pense que les femmes ne sont pas élevées à la liberté. On est élevé à la soumission. Vous savez, lorsqu'on voit le parcours des femmes, disons une femme stéréotypée comme vous les aimez, vous grandissez en famille. Lorsque vous sortez de votre famille, vous êtes pris en charge à nouveau par un homme qui est votre mari. Et je crois que c'est fini là. Vous êtes tout le temps sous tutelle en réalité. Donc, on n'imagine pas votre vie autrement. Donc, à un moment donné, se prendre en charge, être dans un environnement où c'est pas toujours bien perçu. Dans un premier temps, vous êtes d'abord victimisé. On vous colle quelques stéréotypes. Vous devez vous battre avec ces stéréotypes. D'abord, les déconstruire intérieurement, parce qu'il faut dire que ce sont des petites voix qui vous parlent. Tel que vous êtes moulé, en fait, nous sommes le produit de notre histoire. Donc, parfois, pour déconstruire ça, moi, j'ai même envie de dire que peut-être mon séjour au Canada m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu des femmes différentes. Voyager également, ça aide beaucoup. Ça vous permet de prendre des libertés qui ne sont pas toujours comprises dans votre environnement, mais que vous assumez. Et puis, il faut dire, pour être libre, il faut avoir de l'argent, il faut travailler. Donc, lorsque vous avez un peu d'argent, il est difficile qu'on vous impose aussi des choses, mais lorsque vous n'en avez pas, donc la condition de la femme peut également expliquer parfois sa soumission et peut-être son incapacité à pouvoir assumer son destin. Bon, moi, je pense que pour qu'une femme s'en sorte vraiment, d'abord, il faut aller à l'école. Moi, je ne sais pas s'il y a un autre. C'est vrai il y a plusieurs écoles possibles. Il y a l'école de la sagesse, l'école du diplôme, etc. Tout, quel que soit ce que vous voulez, il faut avoir une université qui vous permet justement d'apprécier, de savoir ce qui est bien pour vous. Maintenant, il faut avoir une autre liberté, je voulais dire émotionnelle ou alors psychologique, qui vous permet justement à un moment donné d'accepter la contrariété, ce qui n'est pas toujours évident. Bon, est-ce que j'ai réussi? Je ne sais pas. Est-ce que je sais pas, je suis divorcée, remariée. Peut-être que ceci expliquant cela. Mais je pense que les femmes ont quand même beaucoup de difficultés à lever pour exister comme femme, pour exister comme j'ai même vu beaucoup lorsqu'elles sont hors du Cameroun, ça se passe bien lorsqu'elles reviennent. On a une société qui est une société, bon, très protectrice pour rester gentille, mais un peu qui exclut les femmes, en fait, qui exclut les femmes dans leurs ambitions et dans leur féminité propre. Et là, il faut se battre. Je crois qu'on a l'heure avec nous. Maintenant, il faut juste avoir le courage pour affronter. C'est un peu comme un nuage. C'est comme un nuage. Il faut accepter d'être différente. Il faut accepter d'être soi. Il faut s'aimer tel qu'on est. Voilà quoi.